si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission conçue par LG Consultants et le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Elle est produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Condutte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 90e émission de Et si on parle de sport. Avec Pauline Gaston-Condutte, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultants et Samper Connect qui nous accompagnent pour réaliser ces émissions. Pour cette 90e émission, nous avons le plaisir d'accueillir David Cyprat, ancien militaire du régiment d'infanterie de Colmar. Il est aujourd'hui combattant professionnel MMA. Et aussi, nous recevrons Vanessa Morales, ultra trailleuse, recordwoman de l'ascension de Kilimandjaro et qui exerce la profession d'infirmière. Il y aura aussi Mathieu Sapin, skipper de course au large. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous mettrons le cap sur un sport spectaculaire et en pleine ascension, le MMA ou arts martiaux mixtes. Ce sport de combat qui combine différentes disciplines comme la boxe, le jiu-jitsu brésilien, le muay thai ou encore la lutte, a su s'imposer comme l'un des plus populaires au monde. Avec son intensité, ses stratégies complexes et ses combattants au talent exceptionnel, le MMA fascine autant qu'il impressionne. Nous irons à la rencontre de David Cyprat, ancien membre d'une section d'élite de l'armée de terre, qui s'attaque désormais au MMA. En deuxième mi-temps, nous recevons Vanessa Morales, une infirmière et ultra-traileuse hors du commun. Détentrice du record féminin aller-retour sur le Kilimandjaro, elle a gravi la montagne sacrée de Tanzanie à de multiples reprises, parfois aux côtés de personnes atteintes de maladies, comme l'ancien rugbyman David Berti, que nous avons d'ailleurs reçu, atteint de sclérose en plaques, une aventure immortalisée dans le film 15 pour un sommet diffusé par France Télévisions. Tout juste rentrée d'Argentine, Vanessa nous racontera son incroyable expédition sur la Concagua, sommet de 6962 mètres de dénivelé, où elle a atteint le sommet le 7 février avant de tenter un record du monde, stoppé par des conditions extrêmes. Mais rien ne l'arrête. En mars, elle s'attaque à l'Annapurna 4 au Népal, avant de repartir, plus déterminée que jamais l'an prochain, sur le colosse argentin. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 90e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent, et tu vas nous parler d'athlétisme. On va parler principalement du meeting de Madrid qui se déroulait en Espagne avec la victoire qui a échappé de peu à Willem Bellocian vendredi. Le Guadeloupéen a pris la deuxième place du 60 mètres haies en finale en 7 secondes 51 centièmes. Derrière l'Espagnol Enrique Loplis, vainqueur à 7 secondes et 48 centièmes. Agathe Guilmeno, alignée sur le 800, a battu son record et signé le meilleur chrono français de la saison en 2 minutes 0 secondes et 66 centièmes. Il y avait de la perche aussi, le All-Star Perche à Clermont-Ferrand. Le Suédois Mondo Duplantis a encore repoussé la marque du record du monde vendredi soir. Le champion olympique a passé 6,27 m. Le reste de la soirée a été marqué par les très belles performances des Français avec des sauts à 5,91 pour Renaud Lavillenie, Thibaut Collet et Baptiste Thierry. Chez les filles, Marie-Julie Bonin a terminé deuxième avec un saut à 4,70 m derrière la Suissesse Angelika Moser, 4,76 m. Et enfin, du championnat de France de cross à Chaland en Vendée, Félix Bourg a dominé dimanche les championnats de France de cross et chez les femmes, c'est la triathlète internationale Léonie Perriot qui s'est imposée. Passons au MMA avec l'UFC Vegas 103 à Las Vegas. Fin de série pour William Gomis, 27 ans, 14 victoires et 3 défaites, qui restait sur 4 victoires consécutives dans la plus prestigieuse organisation de MMA. Et le Français, malgré un très bon premier round, s'est incliné face à Philippin Haider Hamil, 34 ans, 1m72, 66 kg, avec 11 victoires et 0 défaites, qui reste invaincu. Du MMA, on passe au judo, le grand slam de Taken en Ouzbékistan. La France, qui avait engagé 14 judokas, repart d'Ouzbékistan avec seulement 2 médailles. Maxime Gobert en bronze, en moins 73 kg samedi chez les hommes. Et Julia Tolofua, qui a décroché la médaille de bronze en plus de 78 kg chez les femmes. En natation artistique, parlons de la Coupe du Monde à Paris, après la médaille de bronze de Romane Lunel et Anastasia Bayandina. En duo technique vendredi, les Françaises ont décroché dimanche leur deuxième podium en prenant la deuxième place de l'épreuve par équipe acrobatique. Nous passons au badminton avec l'Open d'Allemagne Super 300. Le beau parcours de Thomas Junior et Christophe Popov s'est achevé dimanche sur une défaite en finale face à la paire sud-coréenne Kim et Seo, 21-19 et 21-17. Quelques mots de tennis avec le tournoi WTA 500 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Fin de l'avant
l'aventure pour Quentin Alice. En demi-finale, le Français s'est incliné en 3-7 face au Canadien Auger Aliassime, 5-7, 6-4, 6-3. Et en vélo maintenant, le cyclisme, c'est un peu la reprise il y avait les boucles Drôme-Ardèche dans un premier kilomètre où une partie du groupe de tête s'est trompée de route, c'est assez exceptionnel. Romain Grégoire, Groupama FDJ, a levé les bras sur l'Ardèche classique. Le Français devance de quelques longueurs l'Allemand Marco Brenner de Tudor et l'Italien Lorenzo Fortunato XDS Astana. Il y avait une autre course qui se passait aux Pays-Bas, la L Nieuwsblad, qui a lancé cette saison des classiques et qui a été remportée samedi à Ninove en Belgique par le Norvégien Søren Varenstove devant le Français Paul Magnier. Parlons de snowboard femmes, cette fois avec la finale Coupe du Monde de snowboard cross. En Turquie, la Française Léa Casta a pris la deuxième place samedi derrière la Britannique Charlotte Banks, l'Australienne Josie Baff et la Française Julia Pereira de Souza terminent respectivement à la 3e et 4e place. Il y avait du ski alpin aussi avec la Coupe du Monde à Kranjska Gora en Slovénie. Dans le géant, Henrik Kristoffersen a remporté pour la 4e fois le géant. Le Norvégien a devancé le Brésilien Luca Penero Braten et le Suisse Marco Odermatt. Thibaut Favreau, premier Français, a terminé lui 11e. Il y avait le slalom le lendemain avec toujours le Norvégien Henrik Kristoffersen qui s'est imposé sur le slalom. Pas de podium pour les Français, mais une superbe deuxième manche de Victor Mufajande qui est passé de la 26e à la 6e place. Parlons de ski alpin femme avec la Coupe du Monde à Kildvel en Norvège. Et parlons notamment de la descente avec l'Autrichienne Cornelia Hutter qui a remporté vendredi la descente. Elle a devancé l'Allemande Emma Escher et l'Américaine Breezy Johnson. Et en Super G, l'Italienne Federica Brignone a remporté dimanche dernier le Super G devant Lara Gut-Berami et Sofia Goggia. La Française Romane Miradoli a pris une excellente 7e place. On passe au hockey sur glace. Hommes, championnat de France, division 2, tour 1, victoire de Toulouse-Blagnac 6-2 face à Orléans et de Montpellier 6-2 aussi face au Luxembourg. Parlons de basket femme avec l'Eurocoupe. L'Asvel a éliminé Gérone, deuxième du championnat d'Espagne et demi-finaliste de la dernière édition d'Eurocoupe 72-51. Villeneuve d'Ascq s'est aussi invité dans le dernier carré en accrochant le match nul 80 partout face au Besiktas, synonyme de qualification pour le dernier carré. Et en Coupe de France victorieuse 57-53 de Basketland, Bourges s'est qualifié dimanche dernier pour la finale de la Coupe de France et jouera contre Charleville-Mézières, vainqueur de Tarbes 75-74 samedi. On passe toujours au basket, mais chez les hommes cette fois-ci, avec l'Euroleague, la 27e journée. Victorieux 93-88 face au Bayern de Munich, Paris est plus que jamais en course pour les playoffs. Monaco a fini par céder à Milan jeudi, 86-80. Dans une fin de match haletante, l'Asvel a craqué dans la dernière minute et s'est incliné face au Panathinaikos 93-96 vendredi. Il y avait aussi de la Nationale 1 en phase 2, la victoire du Stade Toulousain Basket face à Besançon 64-60. En handball homme cette fois et la Ligue des Champions, le PSG dépassé par les Hongrois de Veszprém jeudi. Ils se sont inclinés 33-37. Avec cette défaite, Paris s'éloigne d'une qualification directe pour les quarts de finale. Nantes de son côté a renoué avec la victoire mercredi dernier contre les Hongrois de Szeged 32-29. Il reste dans la course la qualification directe pour les quarts. En Ligue européenne, 3 nouveaux matchs étaient au programme pour les clubs français mardi. En déplacement du côté d'Irun, Limoges a été dominé 35-30. Dans le même temps, Montpellier a pris sa revanche face à GOG 30-28, tandis que Toulouse a arraché le nul dans les dernières secondes contre Flensburg 35 partout. Et en Ligue All-Star League pour le compte de la 18e journée, Montpellier a contrôlé Istres 35-31 vendredi et Toulouse a perdu à Chambéry 29-25. Handball toujours, mais chez les femmes avec la Coupe de France et les deux mastodontes du championnat de France n'ont pas tremblé samedi pour rejoindre les demi-finales de la Coupe de France. Metz s'est imposé 31-24 face à Besançon, alors que Brest a étrillé Dijon 42-22. Paris 92 est venu à bout de Saint-Amand 27-25, alors que Toulon a arraché sa qualification au tir au but 6-5 face à Mérignac après une rencontre qui s'était conclue à 25 partout. Parlons de volley féminin avec la 23e journée de Liga féminine Saforel Power 6. Le Valois s'est imposé en 3-7 face à Béziers. Chez les hommes, Marmara Spike League, 23e journée, Montpellier s'est imposé 3-7-1 face à Tourcoing. Toulouse a enchaîné une 5e victoire en 6 matchs face à Narbonne 3-7-0. Tours de son côté s'est imposé 3-1 devant 7. On va passer au football féminin avec la 2e journée de Ligue des Nations. Les Bleus ont enchaîné un second succès 3-2 face à l'Islande pour entamer leur parcours en Ligue des Nations mardi soir. Eugénie Le Sommer est devenue la nouvelle détentrice du record du nombre de sélections en équipe de France avec 199 caps qui lui permet de devancer Sandrine Soubeyran, 198 sélections. Et lors de la 16e journée d'Arkema Première Ligue, victoire de Montpellier à Reims 4-2. En football, mais chez les hommes, il y avait la Ligue 1, 24e journée. Rennes a enfoncé Montpellier 4-0
pour valider son redressement. Et Toulouse, solide à Angers, 4-0, a également confirmé son réveil. Il y avait de la Ligue 2 avec la 25e journée. Lorient s'est imposé face à Rodez 3-1. Passons au ballon ovale avec le rugby à 13 et la Super League. Trop friable défensivement, les Dragons catalans s'inclinent à Leyde devant les Léopards 34-6. Rugby, mais rugby à 15 cette fois-ci, top 14, 18e journée. Sur la pelouse de Béziers, Montpellier s'est imposé devant Castres 21-17. Le Stade toulousain n'a pas eu à forcer son talent pour obtenir un succès bonifié 63-21 face à Vannes en inscrivant 9 essais aux Bretons. Après sa victoire 17-29 face à Perpignan, Bordeaux-Bègles retrouve sa place de dauphin du Stade toulousain au classement. En Pro D2, 22e journée, Montauban a enchaîné une 6e victoire de rang contre Provence Rugby 36-28. Colomiers, 6e, qui recevait Brive 4e, s'est imposé sur le fil 20-19. Grenoble, leader du classement de Pro D2, s'est montré sans pitié pour Béziers 45-14 et creuse son avance en tête du classement. Et en fait, de la MotoGP avec le Grand Prix de Thaïlande, parlons du sprint où Marc Marquez sur Ducati a dominé le sprint. Samedi dernier, il s'est imposé devant son frère Alex Marquez sur Ducati Gresini et Francesco Bagnaia, lui, sur Ducati. Les Français, Fabio Quartararo sur Yamaha a terminé 7e et Johan Zarco sur Honda 10e. Et sur le Grand Prix, après sa victoire sur le sprint samedi dernier, Marc Marquez a enchaîné dimanche en remportant le Grand Prix. L'Espagnol a devancé son frère Alex et Francesco Bagnaia. Côté français, Johan Zarco a fini 7e et Fabio Quartararo 15e. C'est la fin de ces résultats de la semaine. Nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper de course au large qui nous livre ses analyses sur la course et les arrivées qui se succèdent au Sable d'Olonne. Et si on parlait de sport, la chronique. Dans cette chronique du Vendée Globe avec Mathieu Sapin, nous poursuivons notre décryptage de la course. Les arrivées s'enchaînent désormais sur le Vendée Globe. Mathieu Sapin qui est sur place et qui va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé et notamment l'arrivée de Manuel Cousin qui a franchi la ligne d'arrivée cette semaine. Après 100 jours, un tout petit peu plus de 100 jours de course, Manuel Cousin a franchi la ligne d'arrivée ce week-end. C'était une très belle arrivée. Il est forcément un peu déçu parce que c'est son deuxième Vendée Globe à bord du même bateau qu'il avait un petit peu optimisé mais qui reste un vieux bateau parmi la flotte des IMOCA. Il espérait faire mieux en termes de classement. Il ferme plutôt la marche mais il fait quand même un temps qui est honorable avec toutes les difficultés qu'il a connues. Faut se souvenir que très rapidement au début du Vendée Globe, il a tapé quelque chose, vraisemblablement un animal marin, alors une baleine ou quelque chose du genre, et qu'il s'est fait extrêmement peur. Alors il y a peu de dégâts sur son bateau, mais néanmoins il a fallu que le skipper réussisse psychologiquement à remettre l'accélérateur à fond, et ça n'a pas été quelque chose de facile. Comme quoi le psychique compte aussi en course au large. Complètement. Alors il y en a encore deux qui sont sur l'eau là, Mathieu. Où est-ce qu'ils en sont tous les deux? Alors il y a Fabrice Amedeo qui devrait arriver vraisemblablement demain au Sable d'Olonne, donc le 4 mars. Et puis, il reste derrière le Belge Denis Van Vanberg, qui, lui, accumule les problèmes depuis une quinzaine de jours maintenant, après avoir eu au niveau du mât, le rail de son chariot de grand voile qui s'était arraché. Ensuite, il a eu la grand voile qui voulait plus tenir en place parce qu'il avait la drisse qui cassait en permanence. Il a réussi à réparer tout ça. Et cette nuit ou la nuit dernière, il a eu une avarie de quille. Donc il a un bateau qui est vraiment handicapé. Le vrai sujet du moment, c'est est-ce qu'il va réussir à passer la ligne d'arrivée avant que la ligne soit officiellement fermée? Qui sera fermée quand? Qui sera fermée quand cette ligne? Alors elle doit fermer le 7 mars à 8h du matin. En fait, les règles de course sont assez simples. On rajoute 50% du temps du premier. Alors là, il a pas de chance, il a été trop vite le premier. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si Charlie Dalin n'avait pas été aussi vite, s'il avait mis 2 jours de plus, la ligne aurait été ouverte 2 jours de plus et ainsi de suite. Et donc, alors il y a la moitié des marins qui courent qui disent faut laisser la ligne ouverte parce que malgré
malgré tout, il aura fait un superbe Vendée Globe en mode aventure, mais il aura été au bout. Et puis il y a les autres qui disent la règle c'est la règle, et si on commence à détourner la règle, un jour il y aura plus de règle. Voilà. Donc les deux sons de cloche s'entendent. On verra ce qui se fera. Néanmoins, si la ligne est fermée quand arrive Denis, je pense qu'il va y avoir une fête mémorable et un accueil mémorable de la part de tous les passionnés de voile et de course au large au Sable d'Olonne. Il pourra dire qu'il aura fait le Vendée Globe, il pourra pas qu'il l'a bouclé, mais il pourra pas dire qu'il l'a terminé en course. Ce sera un petit peu difficile. Alors, il y a eu le même sujet il y a 8 ans et la ligne était restée ouverte quelques heures ou quelques jours de plus. Donc on verra. Il y a un précédent qu'on peut imaginer peut-être. Il y a un petit précédent et oui, qu'on pourrait imaginer. Alors justement, maintenant, on parle de ces arrivées. Ça a été vraiment un moment extraordinaire, 111 jours de passionnant à suivre. Un petit bilan maintenant de cette 10e édition, Mathieu. Alors, d'un point de vue sportif, c'est véritablement l'avènement des bateaux à foil. Je veux dire par là qu'il y a eu très peu d'abandon, il y a eu peu de dématage. Alors, il y en a 2, c'est toujours trop, mais il faut pas oublier que la voile et la course au large, ça reste un sport mécanique. Donc, il y a quand même beaucoup de bateaux à l'arrivée. Et ça, c'est une grosse réussite. L'avènement des foilers, donc des bateaux à foil qui existent depuis quasiment 10 ans. Et on se rend compte qu'il a fallu quasiment 10 ans pour réussir à avoir des bateaux qui soient fiables. Et qui, même quand ils ont des petites avaries, y compris sur les foils, les bateaux restent rapides et peuvent continuer de naviguer. Je pense à Sébastien Simon qui fait quasiment la moitié d'un Vendée Globe avec juste un foil et qui arrive à faire 3e et qui arrive à battre l'ancien record en termes de temps d'une semaine ou quasiment quoi. Donc sur ce principe, sur ce côté sportif, véritablement l'avènement des foilers. Ensuite, c'était la première année qu'il y avait 40 bateaux au départ avec des skippers qui sont restés sur le carreau puisque 3 ans avant le départ, il y avait 44 projets pour 40 places et le fait que les bateaux et que les skippers ont besoin de beaucoup courir pour se qualifier, ça apporte de la fiabilité. Donc ça, c'est quand même une règle qui est importante. Il y a eu de la course à tous les étages, donc que ce soit pour la première place, comme pour la 10e, comme pour la 20e, et presque comme pour la 30e. Il y a tout le temps eu des bateaux qui étaient au contact direct et qui jusqu'au bout ont dû cravacher pour essayer de passer la ligne devant les copains ou les concurrents. Et puis comme tous les 4 ans, le Vendée Globe amène son lot d'histoire. Alors il y a 4 ans, on parlait du roi Jean Le Cam qui avait récupéré en pleine mer Kevin Escoffier, et on parlait également de Clarisse Kramer. Cette année, on va parler plutôt de Violette d'Orange, qui est un petit phénomène, qui est un phénomène sportif et puis qui est un phénomène dans l'air du temps. Donc c'est super qu'elle soit mise en avant. Et également dans les bateaux à dérive, il y a eu une super bataille entre Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet qui étaient aussi 2 autres bisous de la course et qui finissent premier et deuxième bateau à dérive à un quart d'heure d'écart après un tour du monde. Ça, c'est encore quelque chose de dingue. C'est que jusqu'au bout, c'était pas simple de savoir lequel des 2 bateaux allait passer en premier. Et c'est finalement toute la grandeur de cette course qui était mise au grand jour. Donc ça va nous donner maintenant 4 ans à attendre la prochaine étape, la prochaine édition du Vendée Globe qui sera donc en 2028, c'est ça, si je me trompe pas? C'est ça. Donc c'est exact. Avec probablement des modifications, des adaptations et encore plein de passion. Oui, on espère. On sait, il y a déjà un bateau, il y a un bateau neuf qui a été mis à l'eau pour une fille également, pour Elodie Bonafous, le bateau a été mis à l'eau il y a un petit mois maintenant. Donc, tu vois, en plein pendant les arrivées de ce Vendée Globe là, elle a mis à l'eau son nouvel IMOCA en vue du prochain Vendée Globe dans 4 ans. Donc c'est dire que les projets démarrent dès maintenant. Il y a déjà des skippers qui disent clairement qu'ils veulent y retourner. Il y a quelques skippers qui le disent un peu moins fort, mais qui disent c'est bon, j'en ai fait un ou j'en ai fait plusieurs et je passe la main. Il y en a un qui a clairement communiqué là-dessus, c'est l'ancien vainqueur en titre, Yannick Bestaven, qui a dit que c'était son dernier Vendée Globe et que dorénavant il allait passer la main à un skipper plus jeune et le coacher, l'encadrer pour lui donner un maximum les clés de manière à ce qu'il puisse réussir dans 4 ans.
Bon, ben on se verra ça dans 4 ans, Mathieu. En tout cas, grand merci d'avoir participé tout au long de ces semaines à ces chroniques. Écoute, on est très content d'avoir pu travailler avec toi. On espère que toi, de ton côté, tu vas aussi pouvoir continuer ta passion et travailler sur ces courses larges. En tout cas, tu sais que tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Un grand merci. On te dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour les multiples invitations. C'est un plaisir et à très bientôt. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité David Tsipra. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir David Tsipra, ancien militaire du régiment d'infanterie de Colmar et aujourd'hui combattant professionnel de MMA. Bonjour. Bonjour, Pauline, ça va ? Ça va, merci. Nous sommes ravis de t'accueillir ici dans Et si on parlait de sport. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, moi, c'est David Tsipra, je suis combattant professionnel en MMA, ex-militaire, j'ai fini avec l'armée. Et en ce moment, je combats sous l'effigie de l'Hexagone MMA, une organisation française. Et mon dernier combat était à Nantes. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le sport, du judo au MMA justement ? Alors, j'ai commencé le judo à 5 ans, jusqu'à la ceinture marron à peu près à 18 ans. 18 ans, je me suis engagé dans l'armée et j'ai commencé la boxe anglaise, donc le noble art, juste avec les poings. Et ensuite, j'ai basculé sur du Muay Thai, donc pied-point. Et ensuite, j'ai découvert la sensation excellente du MMA, des arts martiaux mixtes, des combats où tous les arts martiaux se mélangent. Et là, ça a été le coup de foudre en 2019. Alors, tu viens de le dire, tu as découvert le MMA en 2019 et remporté ton premier combat après seulement 4 mois d'entraînement, si je ne me trompe pas. Comment expliques-tu cette progression fulgurante ? Je suis quelqu'un qui apprend très très vite et quand je mets du cœur à l'ouvrage, j'arrive à faire beaucoup de choses, notamment dans le sport, parce que c'est vraiment ma passion, et notamment dans les sports de contact et les sports de combat. J'apprends très très vite et j'ai aucune limite en fait là-dedans et du coup je me donne corps et âme pour y arriver et ça marche. Quelles ont été les plus grandes difficultés lors de ta transition vers le MMA ? Les plus grandes difficultés, c'est les blessures. Les blessures, notamment souvent physiques, notamment au niveau des mains, au niveau des bras, mais surtout le sol, parce que j'étais beaucoup pied-point, donc Muay Thai, boxe pied-point, et j'ai découvert tout ce qui est jiu-jitsu brésilien et grappling, qui n'était pas du tout mon domaine. Et là, ça y est, je commençais à avoir un bon niveau parce que je suis passé pro. Mais au début, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir travailler le jiu-jitsu brésilien, tout ce qui est soumission, projection en lutte, etc., etc. Alors, c'est un sport dont on entend de plus en plus parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est le MMA ? Alors, pour les novices en MMA et ceux qui ne connaissent pas, c'est un combat qui se déroule pour les amateurs sur 3 fois 3 minutes, donc 9 minutes. C'est des combats qui se déroulent dans une cage et non pas un ring, où tous les arts martiaux sont autorisés. Donc, on peut utiliser le judo, la lutte, la boxe anglaise, le Muay Thai, tout est mélangé, dans le but pour gagner de mettre KO son adversaire ou de le soumettre par étranglement ou soumission, clé de bras, clé de jambes, et de pouvoir remporter le combat. En professionnel, on part sur un format de 3 fois 5 minutes, donc un quart d'heure, avec entre les rounds, 1 minute de pause. Donc c'est 1 fois 5, 1 minute de pause, 1 fois 5, 1 minute de pause, et le dernier 1 fois 5. Pareil pour gagner en professionnel, KO ou soumission. Et s'il n'y a pas de KO ou de soumission en amateur comme en professionnel, on a 3 juges au bord de la cage, comptent les points, donc notamment à la touche, combien de fois on a touché l'adversaire avec les poings, avec les pieds, combien de fois on l'a amené au sol, et on peut gagner par décision, ça s'appelle, des juges. Et alors toi, pour revenir à ta carrière, qu'est-ce qui t'a motivé à passer d'amateur à professionnel sous l'organisation Hexagone MMA, comme tu disais tout à l'heure ? Alors moi, comme dans mon ancien boulot, l'armée, j'ai toujours aimé me dépasser. Donc en fait, j'aime pas trop rester au niveau bas de l'échelle. Donc clairement, quand j'ai vu que je marchais bien en amateur, parce que j'ai tout gagné en amateur, j'ai fait 8 combats, 8 victoires, on m'a proposé de passer pro, et je crois pas, vu que ça marche bien et que j'y arrive. Donc là, le monde professionnel en face, c'est leur boulot aussi, donc ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Donc là, il y a encore plus de challenge, et ce qui me plaît, c'est le challenge, toujours plus dur, toujours plus difficile, et pouvoir y arriver, c'est encore une sensation très très agréable de voir que c'est encore plus difficile et qu'on y arrive quand même.
Donc ça, c'est encore jouissif, on va dire. Et en parlant des entraînements, tu viens d'en parler, tu as 2 à 3 entraînements par jour. En quoi consiste-t-il exactement ? Le matin, j'oriente plus sur de la préparation physique, notamment du rameur, traction, un peu de crossfit ou de cross-training. Le midi, ça, on va travailler un petit peu tout ce qui est technique, donc technique un petit peu au ralenti. Et le soir, clairement, on fait des sparring. Donc les sparring, c'est vraiment, on met les casques, les protections, et là, on peut mettre du rythme et de la force avec son adversaire. Simulation de combat, on va dire. Et tu t'entraînes uniquement à Font-Romeu ? Alors, moi, j'ai ouvert la salle à Font-Romeu. Je commence à avoir de très bons amateurs, mais il n'y a pas encore de professionnels. Donc, moi, pour ma rivalité, pour que je puisse progresser, il me faut un petit peu plus de rivalité. Donc, je m'exporte sur Toulouse, au Tactical Fight Team. C'est des amis qui tiennent le club. Ils sont 4. Il y a Quentin, Axel, Johan. Et Romain, qui est un très grand boxeur aussi. Et du coup, je m'exporte un petit peu là-bas parce qu'ils ont quand même une dizaine de professionnels. Et donc là, ça me met vraiment beaucoup plus de résistance en face pour préparer mes combats. Et donc, vu qu'il faut que je me mette dans le dur, là-bas, la difficulté est beaucoup plus intense. Donc, je suis dans le vrai quand je vais à la tactical. Mais au niveau de Font-Romeu, là, le niveau commence à grimper vraiment très vite. Donc, j'attends d'avoir des professionnels pour vraiment être autonome sur Font-Romeu. Et alors, en parlant de combat, tu es désormais professionnel depuis quelques mois déjà, avec un bilan parfait de 3 victoires en 3 combats. Quels sont tes objectifs pour la suite ? Alors mes objectifs là, après les 3 combats, j'ai mai à Bordeaux, donc ce sera un combat notamment contre un striker qui fait du Muay Thai aussi. Si je remporte ce combat, je demande à l'organisation de me projeter pour la ceinture. Donc la ceinture, c'est le Graal, c'est un petit peu les champions des moins de 70 kilos. Donc le but pour moi, c'est aller chercher la ceinture de l'Hexagone, de l'organisation française. Et une fois que j'aurai cette ceinture, parce que je vais l'avoir, je vise un petit peu l'international avec des organisations qui s'appellent Cage Warrior ou le Brave. J'aimerais bien aller au Brave. Et quelles sont exactement ces organisations ? Enfin, qu'est-ce qui change ? Alors, qu'est-ce qui change ? La notoriété, parce que là, on bascule sur de l'international et plus du national. C'est des combats aux Émirats Arabes Unis, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, et notamment la paye aussi. La paye change, on bascule sur de l'international. Donc, clairement, je pourrais payer tout mon staff derrière par la suite. Et alors, tu as combattu la semaine dernière contre un adversaire boxeur de 21 ans au Zénith de Nantes. Tu as remporté ce combat par TKO au 3e round. Est-ce que tu peux nous raconter ce combat et ce qui a fait la différence pour toi ? Alors, ce qui a fait la différence, c'est ce que je m'attendais beaucoup, c'est que je savais que mentalement, il n'avait pas traversé tout ce que j'ai traversé, les difficultés à l'armée, il n'était pas prêt mentalement. Donc j'ai vu que sur ma musique d'entrée, déjà, on a une musique, alors pour atteindre les vestiaires, pour partir des vestiaires jusqu'à la cage, on a une musique d'entrée, la mienne est très agressive, et je l'ai regardé droit dans les yeux, prêt à le manger, et j'ai vu déjà qu'il commençait à baisser les yeux, avant que le combat commence. Donc partant de là, j'ai dit, bon ok, ça part bien, donc je suis rentré dans la cage. L'adversaire, Brahim Salvatore, il a fait un énorme premier round sur les 5 minutes, parce que pour me mettre en difficulté comme ça, il faut y aller, parce que j'ai un cardio en altitude qui est exceptionnel, tout le monde me le dit. Donc il m'a mis en difficulté sur le premier round, clairement, et c'est lui qui l'a remporté. Il a remporté le premier round. Il m'a touché sur une belle droite où j'ai vu blanc point, et je suis revenu dans le deuxième round. Donc deuxième round, j'arrive à l'amener au sol, je vois que c'est son point faible, donc j'insiste sur le sol, j'arrive à prendre son dos et à lui mettre du ground and pound. Des ground and pound, c'est des frappes au sol. Donc des frappes au sol qui lui cassent le nez, je lui ouvre les 2 arcades. Donc là, je sais qu'il est amoché, et pendant l'inter-round, la minute de pause, je vois qu'il baisse les yeux et que son moral flanchit complètement. Donc sur le 3e round, je sais qu'il faut accélérer. Donc et je sais que le sol, mes coachs me crient que le sol c'est sa faille. Donc qu'est-ce que je fais ? 3e round, je l'amène au sol et je le finis à coup de coude par terre. L'arbitre arrête le combat pour pas engager la santé physique de mon adversaire. Justement, j'en ai parlé en te posant la question. Tu as remporté ce combat par TKO. Est-ce que tu as expliqué ce que c'est TKO ? Alors le TKO, c'est pas un KO propre, net, où le cerveau vraiment se met en off et le corps est tout, et l'adversaire est inconscient. L'adversaire est encore conscient sur un TKO, c'est un technical knockout. En gros, c'est l'adversaire est encore conscient, mais son cerveau est toujours là, présent, mais en fait, il prend tellement de coups dangereux pour sa santé que l'arbitre décide d'arrêter le combat pour pas mettre en danger quand même sa santé physique. Et alors, ton prochain combat, c'est prévu pour mai prochain au Zénith de Bordeaux. Est-ce que tu as des informations déjà sur ton adversaire et comment est-ce que tu prépares ce rendez-vous ? Alors, j'ai pas encore signé le contrat.
mais je sais que peut-être mon adversaire ce sera un striker. Je peux pas dire encore son nom là, mais je sais que ça va être un gros combat parce que il a déjà mis quelques KO de la droite, notamment. Il a une grosse droite. Et en fait, lui aussi va chercher la ceinture. Je sais il veut la ceinture. Donc, ça va être un combat décisif pour ma carrière et notamment dans l'hexagone MMA. Pour le préparer, je vais aller à Toulouse et à Font-Romeu sur les deux. Je commence à Toulouse et je finis à Font-Romeu pour profiter de l'altitude et notamment travailler sur mes globules rouges et avoir un cardio limité. Le fait de me préparer à Font-Romeu en fin de préparation, c'est nickel pour le cardio et le physique. Et ça, j'adore faire ça. Donc, je sais que mon adversaire est axé plus sur le pied-point et il a pas trop de lutte et pas trop de sol. Donc, ce que je vais faire, c'est comme le combat précédent. Je vais essayer de l'amener au sol ou de le soumettre ou de le finir en TKO. Et du coup, on vient de parler de ta carrière. Tu as aussi créé ton club, le MMA MTL à Font-Romeu, et une nouvelle salle a ouvert à Montlouis. Quels sont tes objectifs pour ces structures dans les années à venir ? Alors, oui, j'ai ouvert en septembre dernier là, le MMA MTL, mais il y a 2 ans, dans le Centre national d'entraînement commando où je travaillais à l'armée. Donc, on a 2 structures, à Montlouis et une à Font-Romeu. Donc là, le but étant de faire monter mes amateurs doucement, mais sûrement. On a déjà 2 pépites là qui commencent à performer sur les championnats de France, Victor Sourisseau et Julien Delourme. Du coup, le but étant de les faire passer professionnels dans quelques années. On a aussi des féminines. J'aimerais bien développer l'aspect féminin dans le sport. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas surtout dans ce genre de sport. Un genre de sport qui est basé très masculin. Et du coup, la femme a toute son importance aussi là-dedans parce que je trouve qu'elles ont beaucoup plus de courage quand elles rentrent dans la cage et elles écoutent 10 fois plus que les jeunes combattants. Je trouve. Donc là, je vais essayer de monter une section féminine. J'ai déjà 10 femmes, 10 féminines qui sont toujours amateurs là. Il y en a 2 qui veulent combattre sur les 10, donc je trouve ça extraordinaire. Donc le but, voilà, c'est de monter crescendo. Là, j'ai 80 licenciés, je crois. On n'a pas la grosse affluence de la ville, ça c'est sûr, parce que on est à Font-Romeu et on a beaucoup moins d'habitants. Par contre, on a le temps de se focaliser un peu plus sur les défauts de chacun, du coup, et de pouvoir mieux corriger et plus rapidement que des séances à 50 ou 100 personnes dans la même salle. Et alors justement, le week-end dernier, tu as organisé l'événement WCF, Warrior Commando Fight, qui a rassemblé 950 spectateurs et 28 combats amateurs. Quelle était ta vision en lançant un tel événement ? Alors oui, on a monté le WCF aux Angles, donc pas très loin de Montlouis ni de Font-Romeu. Et c'est la 3e édition du coup. Les 2 précédentes, on les a fait à Font-Romeu. Cette fois-ci, c'était une première aux Angles parce qu'il y avait une salle de concert qu'on m'a proposée avec une capacité de 1000 personnes. Et du coup, on a quasiment rempli la salle parce qu'il y avait 950 personnes. On a cartonné. J'ai rassemblé 17 clubs français, notamment de Colmar en Alsace. Il y avait des Montpellierins, il y avait le club de Fréjus et tous ceux des alentours, Castres, Perpignan, Toulouse, j'en passe, un des meilleurs. Donc j'ai réalisé, c'est la première que ça se faisait en France là pour un gala amateur, 28 combats dans la soirée. Donc on a cru que ça allait durer jusqu'à 3h du matin, mais on a commencé plus tôt à 18h, on a fini à minuit. C'était une réussite totale. On a investi dans un show professionnel, mais pour les amateurs. On a investi dans des lumières, de la sono, on a investi dans des écrans géants, on a pris des photos, on a monté des films. Les amateurs étaient ravis parce que généralement, en amateur en France, les organisations ne mettent pas trop les moyens pour les amateurs parce que ça reste des amateurs et on ne force pas trop sur le show de la soirée en fait. Et là, moi, j'ai réussi à accentuer ce show un petit peu professionnel, mais pour les amateurs, donc c'était vraiment comblé. Les spectateurs étaient ravis parce que ça a été il y a eu des très très beaux combats. J'ai reçu notamment le champion d'Occitanie, donc il y a eu de très très gros combats amateurs. Donc ça a été une soirée magnifique et le but du WCF, ça va être de continuer sur cette lancée-là parce que on est le premier événement, je trouve, même tout le sud, je pense, même sud-est, à faire des shows exceptionnels comme ça pour les amateurs. Donc on va continuer sur cette lancée et essayer de rassembler le plus de clubs possible pour performer dans cette voie. Et justement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une première en France d'avoir un événement amateur avec une telle mise en scène. Ça s'est déjà fait en Angleterre, par exemple. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce type d'événement ? Pour moi, l'évolution, ça va être que croissant. Je pense que ça va être que croissant parce qu'en fait, tous les amateurs commencent à parler entre eux du WCF. Et en fait, maintenant, j'ai beaucoup de demandes pour participer à chaque fois aux événements. De par, déjà, rien qu'offrir une tenue aux amateurs. J'ai investi dans des tenues couleur camouflage, justement, pour rappeler pourquoi ça s'appelle Warriors Commando Fight. C'est le combat militaire
militaires, encore les Warriors commando. Pourquoi commando? Les formateurs commando. Et donc du coup, j'ai créé des tenues spécialement pour eux, couleur camouflage. Déjà, ils étaient ravis. Ensuite, comme je disais, la mise en scène comme en Angleterre, 28 combats dans la soirée, ça c'est la première fois que ça se fait. Donc ça peut que monter crescendo et surtout, je vais avoir encore beaucoup plus de demandes au niveau des clubs, je pense. Je vise encore d'autres régions pour qu'ils puissent participer. Et le but serait de les loger parce que là, on n'a pas pu loger tous les combattants et les entraîneurs ensemble. Donc là, je vais essayer de trouver un partenariat avec un hôtel ou quelque chose qu'on puisse quand même loger tous ces entraîneurs et ces combattants le soir de l'événement. Et alors, un nouvel événement est prévu pour juin prochain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes ambitions pour cette prochaine édition? Alors, peut-être juin prochain, avec mes associés, on est en train d'en parler. On n'a pas encore fixé de date précise. Ce serait bien de le faire en juin. Les objectifs, on est en train justement là de faire des réunions pour corriger les défauts. Il y a toujours des défauts sur certains petits points. Donc, d'améliorer et de se rapprocher au maximum de l'excellence. On vise toujours l'excellence, donc on va essayer de faire un show encore plus énorme pour juin prochain. Et on a pas mal de surprises pour la période hivernale prochaine. On aurait pas mal donc notamment fusionner un événement MMA avec peut-être du ski ou des choses comme ça peut être pas mal. On est en train d'y réfléchir. Et alors, comment est-ce que tu perçois l'évolution du MMA en France et sa reconnaissance en tant que sport? Alors, le MMA est en train d'exploser, clairement, depuis 2021, la légalisation. C'est en train d'exploser de jour en jour. Et notamment, ça devient un petit peu le sport à la mode, comme le CrossFit il y a quelques années. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on commence à avoir des combattants professionnels qui sont vraiment qui ont un très très gros niveau, notamment Benoît Saint-Denis, je m'entraîne avec lui de temps en temps, Nassourdine Imavov qui a battu Israël Adesanya qui était une légende en moins de 84 kilos. Donc là les Français, on est en train d'exploser au niveau UFC déjà. Donc l'UFC c'est un petit peu la Ligue 1 du MMA. Vous avez plusieurs ligues. Moi, je suis à Hexagone, on va dire que c'est la Ligue 2. Vous avez l'UFC qui est la Ligue 1. Et notamment au niveau de l'UFC, là, on a des combattants français qui sont en train d'exploser. Marion Fiorot, qui est de Nice. Donc, c'est la seule combattante française qui va peut-être prétendre pour le titre UFC pour la saison dans pas longtemps. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je pense que le MMA, c'est que le début. C'est en train d'exploser, mais je pense que c'est en train de se mettre en place petit à petit. Mais ça va être vraiment les plus belles années à venir sont devant nous là. Alors justement, sachant que c'est une discipline qui prend de l'ampleur au cours des années, quels conseils donnerais-tu pour finir cet échange aux jeunes, aux personnes qui souhaitent commencer ce sport et notamment les féminines aussi? Il faudrait, moi je conseille fortement ce sport bien sûr, parce que je le pratique et je l'enseigne. Il faudrait un peu dédiabiliser ce sport en disant que c'est trop violent, qu'on est des bêtes sauvages en cage. C'est faux. Il y a eu des experts qui ont prouvé que le rugby et notamment la boxe anglaise créaient plus de chaos qu'en MMA. Donc au niveau traumatisme crânien, déjà le MMA, on est un peu plus préservé qu'en boxe anglaise et au rugby. Donc ça déjà, c'est un point d'honneur parce que c'est vrai que c'est un sport violent. C'est vrai qu'il y a des traumatismes, mais on essaie quand même pour les amateurs, il y a des casques, il y a des protèges tibia, il y a des mitaines rembourrées. On essaye vraiment de limiter la casse à chaque fois. Mais par contre, c'est une sensation qu'on peut pas décrire au téléphone ni à la voix. Une fois que vous avez goûté à l'entrée de la cage, à la victoire et à la sortie de la cage, vous pourrez plus vous en passer. C'est un petit peu comme une drogue, c'est de l'adrénaline. C'est un sport individuel. Moi, j'ai joué au rugby longtemps. C'est pas du tout les mêmes sensations. Ça n'a rien à voir. Une fois que vous avez goûté à la cage, vous pourrez plus vous en séparer réellement, parce que vous apprendrez tous les jours sur vous-même. Vous vous remettrez en question chaque jour, savoir si vous êtes à la hauteur, pas à la hauteur. Et on est toujours. La vie d'un combattant, c'est toujours une remise en question constante. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est qu'en fait, c'est plus trop un sport, c'est devenu un mode de vie. Et ça c'est magnifique. Un grand merci David d'être passé à l'antenne pour nous partager ton parcours, ton expérience à MMA. Bon courage pour la suite et tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Merci beaucoup Pauline. Merci et à très vite après la victoire. Et c'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Vanessa Morales. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Morales, ultra-traileuse et record woman de l'ascension du Kilimandjaro, qui exerce la profession d'infirmière. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, déjà merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Vanessa Morales, je suis originaire de Font-Romeu, des Pyrénées-Orientales, où j'ai eu la chance de commencer le sport très jeune, à l'âge de 4 ans, on m'a mis sur des patins à glace, et à l'âge de 16 ans, j'ai développé un syndrome des loges qui a mis un terme en fait à cette pratique sportive. Et donc du coup, pour me soigner, j'ai basculé dans la montagne et depuis, je cours en montagne non-stop. Et justement, comment est née votre passion pour l'ultra-trail et l'alpinisme? En fait, comme je viens de le dire, ça a été plutôt au départ une thérapie, on va dire, parce que quand on m'a arraché au patinage artistique, j'avais cet espoir d'être patineuse professionnelle. J'étais en sport-études à l'époque. Et en fait, à 16 ans, je me retrouve sans rien, sans sport. Et j'avais l'impression à l'époque de ne savoir faire que ça, en fait. L'école, c'était pas mon point fort. Et donc, du coup, je me suis retrouvée un petit peu vide. Il y a eu un grand vide d'un coup. Et assez rapidement, je me suis échappée en montagne pour oublier, en fait, que j'étais malheureuse de pas être patineuse professionnelle. Et donc, voilà, j'ai commencé à courir. Et puis c'en est devenu après un mode de vie. Au-delà d'une passion, c'est vraiment maintenant, ça fait partie de ma pièce d'identité. Et comment est-ce que vous arrivez à concilier votre métier d'infirmière avec vos défis sportifs extrêmes? Alors là, cette année, par exemple, j'ai travaillé un petit peu, on va dire, en début d'année dernière comme infirmière. Et ensuite, j'arrive à bloquer certains mois d'entraînement où je fais que du sport. Là, par exemple, je viens de tenter un record du monde féminin sur la Concagua et pendant quelques mois, je me suis dit, voilà, je vais prendre 4 mois où je travaille plus. Et comme ça, je me focalise sur l'entraînement. Et le reste du temps, pour le moment, c'est des missions de remplacement parce que c'est dur d'avoir un poste fixe. En s'entraînant 10, 15, 20 heures semaine. Et alors, vous détenez le record féminin aller-retour sur l'ascension du Kilimandjaro. Qu'est-ce qui vous a motivé à relever ce défi? Alors, le Kilimandjaro, c'est une histoire qui a commencé grâce à une personne qui est atteinte de sclérose en plaques, parce qu'en fait, je cours chaque année pour la Ligue française contre la sclérose en plaques, depuis maintenant plus de 10, 12 ans, je dirais. Et en fait, il y a une jeune femme qui m'a contactée en 2018 pour faire le Kilimandjaro avec moi. Et donc, je lui dis, écoute, on va écrire le projet, on va voir ce que ça donne, parce que moi, je me connaissais pas à 6000 mètres d'altitude, je connaissais pas le Kilimandjaro, et donc on écrit ce projet, et il se trouve que elle, dans l'année du projet, elle fait des poussées, et du coup, la maladie met un terme à son projet. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas la laisser comme ça, elle a imaginé ce sommet, donc je vais y aller, mais à ma façon. Donc à ma façon, c'était peut-être un peu plus rapide que les expéditions classiques, on va dire. Et donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu partout sur Internet ce qui s'était fait, et je vois qu'il y a des records féminins qui ont été posés sur cette montagne. Donc au départ, je me suis dit, j'ai pas du tout le niveau pour aller me frotter à ça, donc je vais l'envisager éventuellement sur une journée. Et donc, je suis partie m'entraîner en Tanzanie sur le Kilimandjaro, et en fait, on se rend compte au bout de 4-5 jours d'entraînement que les temps que je fais, et même à haute altitude, sont super encourageants pour aller chercher non pas un kili sur une journée, mais un kili avec un record du monde. Et donc, voilà, j'ai préparé cet objectif. Je l'ai tenté 3 fois avant d'avoir un chrono. Et la 3e fois, donc, j'ai été chercher ce record sur la voie Mueca, puisqu'il y a plusieurs voies. Et donc, voilà, il était en 13h30 et aujourd'hui, je le détiens en 11h33. Donc, voilà, c'est ma petite fierté. Et alors, l'ascension du Kilimandjaro, vous l'avez faite une dizaine de fois. Vous avez notamment accompagné des personnes atteintes de maladies au sommet. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté humainement? Alors, le Kilimandjaro, je suis à ma 11e expédition et là, j'y retourne 2 fois cet été, l'été prochain. En fait, à chaque fois, moi, j'appelle ça le kilithérapie parce que pour les personnes qui sont atteintes de pathologies, alors au départ, c'était la sclérose en plaques, puis ensuite, ça s'est développé sur toutes les maladies et surtout, en fait, j'adapte les projets aux personnes qui me contactent. Donc, l'idée, c'est pas de mettre la personne en échec, mais plutôt de lui donner un second souffle et un nouvel élan de vie. Et donc, du coup, voilà, j'ai amené des personnes atteintes de cancer ou en récidive de cancer. J'ai une histoire juste extraordinaire. C'est en février de l'année dernière. Un monsieur me contacte, Olivier. Donc, ce monsieur, il était en soins palliatifs et il me dit, écoute, Vanessa, je vais mourir et j'ai un rêve. Je veux faire le Kilimandjaro avec mon fils. Est-ce que tu peux nous accompagner? On a fait le Kilimandjaro au mois de février.
février et Olivier nous a quittés mi-juin. Donc ça a été une aventure waouh. En fait, c'était pas sa fin de vie, mais c'était son reste de vie. Justement, Olivier, dont vous venez de parler, vous a contacté suite au documentaire 15 pour un sommet diffusé sur France Télévisions. Ce projet est né de l'ascension du Kilimandjaro avec David Berti, atteint d'une sclérose en plaques et d'ancien joueur de rugby. Quel souvenir marquant gardez-vous de cette aventure ? Alors là, clairement, ça a été la cohésion, la force du collectif. En fait, c'est aussi un peu pour ça que je mets en place des expéditions de groupe avec des personnes atteintes de pathologie, parce que assez rapidement sur la montagne, on se rend compte que si on n'avance pas ensemble, on n'avance plus. Et là, 15 pour un sommet, on avait des sportifs de haut niveau, des anciens rugbyman professionnels, des personnes qui faisaient un peu de sport, mais pour autant qui ont été très sérieux sur la préparation. Et en fait, on a tous été plus ou moins forts à certains moments de l'expédition. Et là, clairement, c'est la cohésion qui nous a tous emmenés au sommet. Et on était fiers aussi parce que sur 15, il y a eu 15 personnes au sommet. Donc c'est une belle réussite. Pour revenir à vos performances, vous avez récemment tenté un record féminin sur la Concagua. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Alors c'est tout frais parce que je suis rentrée il y a 2 jours. En fait, ce projet, ça fait 2 ans qu'il est né, 2 ans que je le prépare. Donc ça m'a demandé vraiment une prépa très très spécifique en hypoxie avec beaucoup de stages à fond romeu et notamment 4 fois le Kilimandjaro dans l'année pour aller aussi me tester un peu sur les hauteurs réelles, parce que ce qu'on travaille en hypoxie, on peut pas reproduire les mêmes sensations que sur la montagne. Et donc là, je suis partie sur la Concagua. Donc le mois dernier, j'ai fait une première expédition d'acclimatation et donc on voulait aussi tenter le sommet une première fois, parce qu'il faut savoir que cette année, on est seulement à 50% de réussite au sommet. Donc ça fait quand même 1 sur 2 et nous on est assez fiers parce que sur 3, on est arrivés tous les 3 au sommet. Donc on a atteint le premier sommet le 7 février et ensuite donc on est redescendu au village pour se reposer. Donc là, l'idée, c'était vraiment qu'après l'acclimatation, je puisse récupérer pour aller tenter le record du monde dans la foulée. Et en fait, il se trouve que la Concagua nous a laissé qu'une seule fenêtre météo, qui était le 13. Donc en fait, on est arrivé le 10 février en ville à 2000 mètres d'altitude pour que je puisse régénérer au niveau musculaire et récupérer. Et sauf que 3 jours après, la Concagua m'a dit tu reviens. Et c'était non négociable, parce que le 14, 15, 16, 17, après, il y avait énormément de vent et le sommet est inaccessible, ça devient très très dangereux. Et donc le 13, on se doutait que c'était un peu ambitieux parce que je me connais et que ces 3 jours de repos, pour moi, c'était clairement pas assez. Mais bon, on s'est dit, il nous ouvre quand même une petite porte, on va le tenter. Et donc on est parti le 13 dans la nuit. On est parti exactement à 1h du matin de l'hôtel avec mon mari, puisque donc Florent, mon mari, m'accompagnait sur les 25 premiers kilomètres de course. Et ensuite, on avait un ami qui, lui, était parti la veille au camp de base, à 4300 mètres d'altitude, pour prendre un relais. En fait, Florent devait s'arrêter au 25e kilomètre. Aurélio me récupérait, on partait au sommet tous les deux et on redescendait ensuite, on récupérait Florent et on finissait la course à 3. Donc ça, c'était l'idéal. Pour donner une idée aux auditeurs, le sommet est à 6962 mètres d'altitude. Exactement. Donc c'est un sommet, on a croisé certaines personnes qui le faisaient avec oxygène. Beaucoup d'échecs, comme je disais tout à l'heure, c'est 50%. Donc on a croisé beaucoup de monde qui redescendait de la montagne. Donc c'est vrai que ça perturbe un peu. On est déjà très très content d'avoir fait le sommet une première fois. Et donc ce fameux jour de record, on est parti donc départ de la course 3h du matin. Je crois que vers 12h30, on était au camp 2. Donc on avait déjà passé le camp de base. Aurélio avait pris le relais, là, mon ami qui m'attendait. Et en fait, arrivé à 5500 mètres d'altitude, clairement, je sentais que moi, mes jambes, elles étaient pas comme d'habitude. J'étais cuite, j'étais vraiment fatiguée. Alors, sans la météo, je pense que moi, j'aurais décidé de continuer un peu. Mais mon ami Aurélio a commencé à me dire, écoute Vanessa, le vent se levait dans l'après-midi. On a reçu un message en fait du météorologue qui nous a dit attention, au sommet, il va faire en ressenti moins 25 degrés avec d'énormes rafales de vent. Soyez très très prudents. Donc là, on s'est dit bon, on va pas jouer. Certaines cordées n'ont pas été au sommet non plus par rapport à la météo et tout ça. Bon, en gros, la Concagua nous a dit retour à la maison, vous reviendrez l'année prochaine. Donc là, il suffit juste d'être un peu humble et de dire face à un sommet de 7000 mètres, on va pas jouer. Et en plus de ça, à 5500 mètres, j'ai eu une petite hallucination et ça nous a fait dire que voilà, il fallait que je me repose et que c'était trop risqué. En fait, c'est le genre de projet, s'il y a le moindre grain de sable
sable, c'est hyper dangereux. Et là, ça faisait déjà 2 gros grains, la météo plus mon état. Voilà. Donc il fallait pas jouer. Et en fait, à 5500 mètres d'altitude, je me tourne et en fait, je vois clairement Florent, mon mari, marcher avec nous, alors qu'il était plus du tout avec nous depuis plus de 4 heures, puisqu'il était au camp de base. Et en fait, je le vois, donc ça me rassure et je continue à marcher. Et au bout d'un moment, je me tourne et je le vois plus. Donc là, je suis prise de panique. Et je dis à Aurélio, mais Aurélio, il est où Flo? Et là, Aurélio, en fait, il a eu plus peur que moi, je crois. Il m'a dit, mais Vanessa, Florent, il est au camp de base. Et là, je comprends que j'ai eu une hallucination, que c'est pas normal. Et du coup, je rassure Aurélio, je lui dis, écoute, je suis désolée, j'ai déliré, tout va bien, t'inquiète pas. Sauf que, évidemment, lui, ça l'a inquiété. Et moi aussi. Enfin, vraiment, voilà, en toute sincérité, quand on commence à halluciner à 5500 mètres et qu'on a encore 1005 à faire, bon, je me suis dit, allez, on reviendra un autre jour, quand il y aura la météo, quand il y aura les jambes. Comme vous venez de le dire, c'est important de s'écouter pour ne pas prendre de risques. Donc vous avez décidé de faire demi-tour à 5500 mètres pour des raisons de sécurité. Comment vit-on une telle décision après des mois de préparation? Alors honnêtement, sur le coup, j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête le sport, c'est nul, je vais me mettre au crochet, voilà, comme les réactions à chaud. Mais au final, avec le recul, je suis pas déçue. Je suis pas déçue parce que ça a été une super expérience. Et je sais que si on avait eu une autre fenêtre météo, et je sais que j'en suis capable. Donc en fait, d'un côté, ça m'a rassurée dans le choix de l'objectif parce que je me suis pas trompée. Et je sais que je vais y retourner. Et voilà. Et en fait, je remercie juste la montagne. Là, elle nous a dit non cette fois-ci. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il y a certaines personnes qui passent 4 semaines sur la montagne et qui ont 0 fenêtre météo, qui ont même pas la chance de faire le sommet. Nous, on n'a pas à se plaindre. On a fait le sommet la première fois avec une super météo. Et puis après, il y avait plus de fenêtres. C'est comme ça, quoi. C'est la loi. Et avant de retourner faire la Concagua, en mars prochain, vous partez au Népal pour tenter l'Annapurna avec Sophie Lavaux. Comment vous préparez-vous pour ce nouveau sommet? Alors, au final, je me dis que c'est toute la prépa de la Concagua qui me prépare à l'Annapurna parce que, comme je disais, j'ai fait 4 fois le Kili l'an dernier. Je me suis beaucoup entraînée en hypoxie et donc du coup là, je rentre fraîchement de la Concagua. L'Annapurna 4, il est à 7500 mètres d'altitude. La différence, c'est que là, il n'y a pas de course, c'est vraiment des pratiques himalayistes, donc avec des cordes fixes, des poignées jumeaux, chose que je vais vraiment découvrir là sur le terrain. Après, voilà, j'ai beaucoup de chance de partir avec Sophie. Sophie, c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est la plus belle image, une des plus belles images de l'himalayisme, quoi. C'est la sagesse, donc ça va me poser aussi un peu. Je pense que ça va me faire du bien d'aller découvrir une montagne en étant calme, sans chrono, voilà, juste en suivant les instructions de Sophie. Ça va être top. Et alors justement, en parlant de chrono, l'an prochain, vous allez tenter à nouveau le record de l'ascension de la Concagua en Argentine. Quels sont vos objectifs pour cette course et quels sont vos objectifs à long terme en haute montagne? Alors déjà pour la Concagua, l'objectif c'est on va prendre plus de temps sur place parce que là par exemple j'ai eu qu'une fenêtre météo puisque nous on reprenait l'avion le 18 et la dernière fenêtre météo elle était justement le 18 février. Bon, en sachant que le parc national ne laissait plus rentrer de grimpeurs à partir du 15, donc quoi qu'il arrive cette année c'était râpé. Mais je me dis que voilà, si on y retourne l'année prochaine et c'est vraiment dans les projets, l'idée c'est de passer plus de temps en Argentine pour avoir plus de fenêtres météo, en fait, plus de possibilités, parce que là, c'est une possibilité. Ça passe ou ça casse, et quand ça casse, on a les boules, parce que là, si demain je devais le retenter, je me sens bien plus prête aujourd'hui que le 13, quoi. Donc voilà, après, c'est évidemment d'aller chercher ce record. J'ai eu la chance d'échanger avec les filles qui ont détenu les records sur cette montagne, et notamment, Daniela Sandoval, c'est la record woman actuelle, et elle m'a dit, Vanessa, je l'ai tenté 3 fois avant d'avoir le record. Fernanda Maciel, qui est une superbe athlète brésilienne, m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, Vanessa, je l'ai fait 3 fois aussi. Donc, en gros, c'est no stress. Donc, mon objectif, c'est pas de le faire 3 fois, mais si je peux aller le chercher à la 2e fois, ce serait bien. Et il y a un sommet ou un record qui vous fait particulièrement rêver en plus de celui-ci? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est à Concagua. Focus à Concagua. Ouais, c'est ça. Je l'ai dans la tête et je démordrai pas. C'est un peu mon problème, quoi. Et comment est-ce que vous gérez les moments de doute et de fatigue extrême lors de vos ascensions?
ascension? Alors, sur le moment, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le ras-le-bol où je me dis, c'est bon, j'ai 40 ans, j'en ai marre, j'ai juste envie d'avoir une vie normale et être dans mon canapé le dimanche plutôt que faire des sorties de 6 heures en montagne. Et à la fois, quand il y a ces moments de doute, je me dis que c'est normal et que c'est sûrement ce qui me sauve la vie. Parce que là, clairement, je pense que si le 13 février, il n'y avait pas eu Aurélio avec moi à 5500 mètres d'altitude, je m'effondrais au sol et je m'endormais dans le froid et je pense que je rentrais pas pour raconter l'histoire. Donc, c'est un peu, ouais, ça remet un peu les choses à leur place. On redevient sage, quoi. Et pour conclure cette interview, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'ultra-trail ou l'alpinisme? En fait, c'est de pas prendre les choses à la légère. C'est-à-dire qu'on demande au corps de pousser tellement loin qu'il faut le préparer. Il faut préparer ce corps à ça et il faut le respecter. Et avant tout, voilà, je reviens aux lois de la nature, mais que ce soit en ultra-trail ou en alpinisme, c'est toujours la nature qui va nous dire si oui ou non. En ultra, parfois, il y a des conditions météo qui sont dangereuses, faut pas y aller. Et il faut savoir, en fait, moi, comme je dis souvent, je sais pas renoncer, mais je sais repousser. Voilà, c'est un peu mon conseil. Un grand merci, Vanessa, d'être passée à l'antenne pour nous partager votre parcours et votre passion pour l'alpinisme. Bon courage pour la suite et les records à venir. Merci beaucoup. À bientôt. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 90e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, donc du mercredi 26 février au 9 mars, c'est les championnats du monde de ski et de combiné nordique qui auront lieu à Trondheim, au Danemark. Le mardi 4 mars, du volley avec les demi-finales de Coupe de France. Tourcoing affrontera Toulouse et Montpellier recevra Chaumont. Et en football, pour les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Dortmund recevra Lille. Mercredi 5 mars, basket Euroleague Homme, 28e journée, Paris affronte Monaco. Du mercredi 5 au 16 mars, du tennis avec le tournoi ATP Master 1000 et WTA 1000 Indian Wells. Jeudi 6 mars, football avec les 8e allées de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Liverpool, en 8e de finale allée de Ligue Europa, Bucarest-Lyon. Il y aura aussi du biathlon avec la Coupe du Monde Sprint Homme à Nové Mesto, en République tchèque. Du jeudi 6 au dimanche 9 mars, de l'athlétisme indoor avec les championnats d'Europe à Ippeldorm aux Pays-Bas. Vendredi 7 mars, football Ligue 1, 25e journée, Toulouse-Monaco, biathlon, Coupe du Monde Sprint Femmes à Nové Mesto, en République tchèque, ski alpin, Coupe du Monde Homme, descente à Kitvelge en Norvège, handball, Licky Molly Star League, 19e journée avec Limoges contre Montpellier, Nîmes affronte Chambéry, en rugby Pro D2, 22e journée, Aix-en-Provence contre Colomiers, Béziers affronte Nevers et Oyonnax affrontera Montauban. Du samedi 8 au 9 mars, de l'auto avec la deuxième course de Côte d'Espalion. Samedi 8 mars, rugby tournoi destination, 4e journée, Irlande-France, Écosse, Pays de Galles, basket Ligue féminine 2, 18e journée, Voiron accueille Toulouse. En football, Ligue 1, 25e journée, Lille rencontre Montpellier. Biathlon, course Coupe du Monde, poursuite hommes et femmes à Nové Mesto en République tchèque. Ski alpin, Coupe du Monde descente, hommes descente en Norvège. Coupe du Monde femmes, slalom géant à Åre, Suède. En cyclisme, Strade Bianche World Tour, hommes et femmes en Italie. Il y aura du handball aussi avec le Licky Molly Star League avec la 19e journée. Toulouse rencontre Chartres. En hockey sur glace, 2e division, Montpellier-Luxembourg. Toulouse, Blagnac, Orléans. Rugby 13, Championships, Toulouse Olympique 13 rencontre Bradford Bulls. Et en volley, Marmara Spike League, 24e journée. L'AS Cannes contre 7, Poitiers contre Montpellier. Tourcoing contre Toulouse et Narbonne contre Nice. Et enfin, la Ligue A féminine Saforel Power 6, 24e journée. Béziers affrontera le RC Cannes. Dimanche 9 mars, il y aura du football avec la 25e journée de Ligue 1 où Lille affrontera Montpellier. Du rugby avec le tournoi destination 4e journée. L'Angleterre affrontera l'Italie. En biathlon, il y aura la Coupe du Monde relais hommes et femmes à Nové Mesto en République tchèque. Ainsi que du ski alpin avec la Coupe du Monde hommes de Super G en Norvège et la Coupe du Monde femmes de slalom à Åre en Suède. Et il y aura aussi de l'athlétisme avec le semi-marathon de Paris. Dimanche 9 au 16 mars, la fameuse classique cyclisme Paris-Nice. Et enfin le lundi 10 mars, du football avec la 25e journée de Ligue 2 où Rodez affrontera Dunkerque. Et en basket pour la 18e journée de Boulangère Wonder League, Latte Montpellier affrontera Tarbes. Au programme de la semaine prochaine, nous mettrons à l'honneur le cyclisme avec un événement du calendrier amateur français, la 19e édition du Grand Prix Sinte-Gabelle, qui se tiendra du 22 au 23 mars 2025. Cette course inscrite au calendrier de la Coupe de France N2
promet un spectacle intense avec les meilleures équipes de National 2 en quête de victoire sur les routes exigeantes de Sinte-Gabelle. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Germain Riberpré et Jonathan Le Breton, qui sont tous les deux du GSC Blagnac Vélo Sport 31, club organisateur de l'épreuve. Avec eux, nous reviendrons sur les enjeux de cette 19e édition, le parcours, les favoris et tout ce qui fait de cette course un rendez-vous majeur du cyclisme amateur. En deuxième mi-temps, nous aurons le plaisir de revenir sur les incroyables performances de l'équipe de France de biathlon lors des derniers championnats du monde de Leatherhead. 13 médailles, dont 6 en or. La France a survolé ses mondiaux, s'imposant une nouvelle fois comme la nation leader de cette discipline. Julia Simon, Quentin Fillon-Maillet et la relève prometteuse telle qu'Éric Perrault ont brillé sur la neige suisse et ont signé un véritable exploit. Une réussite collective qui annonce de belles perspectives pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Pour en parler, nous recevrons Guillaume Abran, responsable ski nordique, biathlon et ski de fond au centre d'entraînement de Font-Romeu, un acteur clé dans la préparation des athlètes français. Nous évoquerons avec lui les raisons de ce succès, l'organisation du biathlon en France et bien sûr les projets en vue des Jeux Olympiques de 2026. Alors retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission passionnante. C'est la fin du match et de cette 90e émission de Si on parle des deux sports. Merci à David Sipra, Vanessa Morales et Mathieu Sapin pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à nos partenaires LG Consultants et Sébastien Coratin, notre partenaire informatique, pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci aussi à Pauline Gaston-Conduit, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.